Merci, merci madame, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Donc la question est simple, c'est comment refonder la santé publique en France. La crise sanitaire est avant tout une crise de la santé publique et de la prévention. Alors on l'a dit, la santé publique en France est mal comprise, peu développée et mal intégrée dans les organisations. Les professionnels et les acteurs de santé ne se sont pas réellement appropriés la santé publique. En France, on le sait, on a une culture du soin et non de santé publique. On privilégie l'individuel au collectif quand on ne les oppose pas. Et l'exemple de la vaccination est un bel exemple de l'équilibre entre le collectif et l'individuel. Donc, comment investir une véritable culture de santé publique? Quels leviers et nouveaux outils pour renforcer la prévention par improuve du système de santé français pour accroître l'espérance de vie en bonne santé et réduire les inégalités de santé? Alors, Franck Chauvin, et il va commencer, est le président du Haut Conseil de la santé publique, auquel Olivier Véran a confié en juin dernier la mission tout simplement de refonder la santé publique. Donc, vous avez peur de rien. Jean-François Delfrécy est là, tout le monde connaît, président du Conseil scientifique Covid-19 et président du Conseil quand même, réélu. Quasiment une élection soviétique, on dirait, une approbation très forte des parlementaires, qui est réélu président du Conseil consultatif national d'éthique. Et justement, le Conseil national d'éthique a rendu un avis cet été sur éthique et santé publique, ça tombe bien, aujourd'hui. Luc Duquesnel, qui est médecin généraliste en Mayenne, qui est président de les généralistes CCMF. Aude Niendanu, qui est polytechnicienne, c'est bien ça, docteur en chimie, et à qui, avec votre collègue, le ministre, le docteur Pauline Martineau, le ministre a confié une mission sur la santé publique et plus particulièrement vers les jeunes. Donc, alors, Franck Chauvin, on va commencer par avec vous pour planter le décor. Vous, la santé publique, c'est votre vie, je dirais, et c'est votre moment quand même aujourd'hui, parce que, à mon avis, faut pas toucher au micro. C'est bon. Alors. Plantez-nous un peu le décor. On va faire un petit tour de table sur la situation actuelle et puis après, très rapidement, comment on peut améliorer les choses. Très bien. D'abord, merci pour votre invitation et merci de ce temps de réflexion. Alors, vous savez que la réflexion est engagée sur l'avenir de la santé publique. Le ministre m'a confié une mission qui n'est ni plus ni moins que de proposer une refondation de la santé publique. Donc, c'est effectivement un chantier extrêmement important. Effectivement, il va falloir analyser cette crise. On ne fait que commencer. À mon avis, on ne fait que commencer parce qu'on n'a vu que différents aspects assez aigus et on commence effectivement à aller un peu plus profondément dans ce qui s'est passé durant cette crise. Alors, quand on dit que c'est une crise de la santé publique, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du système de santé publique? Est-ce qu'on parle de la prise en charge? Est-ce qu'on parle de la prévention, etc.? À mon avis, il faut aller un tout petit peu plus profond, si vous le permettez. Et en fait, la santé publique, le système de santé publique, c'est une régulation entre trois partenaires, entre les politiques qui sont les décideurs, entre les scientifiques qui amènent une contribution et une aide à la prise de décision, en principe, et la population. Et en fait, cette triangulation de la relation amène à mettre en place des outils de régulation et surtout amène à penser que chacun va jouer son rôle. Et donc la question que certains commencent à poser dans des colloques, moi je participe à pas mal de réunions, c'est est-ce que chacun a joué son rôle? Et c'est ce qu'il va falloir voir. Et dans le système de santé publique 3.0, comme l'appellent certains pays, il faudra remettre un système où chacun joue son rôle. Dernier point, je ne veux pas être trop long, je ne sais pas combien de temps vous nous laissez dans cette introduction, vous me laissez encore un tout petit peu de temps? Oui, absolument, parce que la santé publique, dans l'esprit des Français comme des médecins, vous l'avez dit, c'est pas clair. Donc la définition que vous donnez, que chacun joue son rôle, on dit où est le chef d'orchestre? Voilà, alors, le chef d'orchestre, le seul qui a une légitimité, c'est le politique. Et dans cette crise, on a vu qu'il y avait des tentations, en tous les cas, de pression forte sur le décideur pour qu'il prenne des décisions. Enfin, on l'a tous vécu en direct à la télévision, etc. Et ça pose un vrai problème. C'est qu'entre donner de l'information et peser pour que des décisions soient prises,
la frontière est extrêmement ténue et à mon avis, il va falloir réfléchir. Et d'ailleurs, il y a des constitutionnalistes qui réfléchissent dessus et notamment le droit. Hein, toute la communauté du droit est en train de réfléchir là-dessus. Et c'est l'analyse qui en est faite est très intéressante. Donc, effectivement, c'est un peu dégénéralisé. Dernière généralité, le propre de la santé publique, c'est la réduction du risque. C'est la prévention et c'est la protection. Hein, c'est ces deux pans. Et c'est la réduction du risque. Ce qui suppose qu'on identifie le risque et qu'on identifie a priori la réduction du risque que l'on veut obtenir par les mesures que l'on préconise. C'est la base de la santé publique. Si on perd ces fondamentaux, après on en arrive à n'importe quoi, à des discussions de type café du commerce. Et donc, il faut identifier les risques, et deux, identifier la réduction du risque que l'on attend par la mise en place des mesures que l'on propose. C'est ce qu'on appelle les évaluations ex ante, c'est l'évaluation des impacts en santé. Bref, il y a tout un tas de méthodologies là-dessus. Si je fais une analyse comme ça, vraiment à grandes lignes, moi, je trouve que le politique a joué son rôle. Il y a beaucoup à dire sur le rôle des scientifiques, et on l'a tous vécu, là encore, sur ce qui s'est passé à la télévision, et il faudra forcément revenir dessus. Et du côté de la population, je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qu'il va falloir capitaliser pour notre système de santé publique du futur. Et notamment, on a vu cette espèce de science participative avec la mise à disposition de données, des gens qui interprètent les données, qui proposent des graphiques, qui proposent des choses. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la maturité dans la population de ce type d'analyse, quand on allait sur les forums, des discussions qui étaient, je ne veux pas caricaturer, mais c'est pour lancer le débat, qui étaient, j'ai trouvé, de temps en temps plus fondées qu'un certain nombre de discussions auxquelles j'ai assisté. Parce que, et je termine là-dessus dans cette introduction, moi j'ai assisté à un certain nombre de discussions que je ne pensais jamais entendre de ma vie. Par exemple, oui. J'ai entendu des gens qui disaient il faut que il faut dénoncer ses voisins quand ils reçoivent des gens chez eux. C'est la tentation de la délation. J'en ai entendu d'autres, il faut absolument surveiller la sphère privée. Et si vous voulez, ça nous ramène à nos fondamentaux culturels de la santé publique. Et Michel Foucault, dans son livre « Surveiller et punir », l'a dit. Et il a tout décrit, ce qui s'est passé. Et en fait, on décrit à toutes les épidémies tout ce qui s'est passé. Depuis, je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle « Les fiancés » de Manzoni, qui raconte la peste de Milan, où le pouvoir de Milan a abandonné son pouvoir on pourrait dire maintenant les directeurs d'hôpitaux. En fait, c'était ceux qui tenaient les lazarets à l'époque, et aux médecins. En fait, ils ont abandonné le pouvoir parce qu'ils étaient dépassés. Voilà, c'est un truc. Et je termine simplement sur une chose. En fait, on a vu, moi j'enseigne à mes étudiants que les scientifiques en santé publique ont 5 tentations comme les tentations de Saint-Antoine. Et en fait, on a vu successivement les scientifiques tomber dans ces 5 tentations. Et ça va être l'objet de la santé publique, de développer une culture santé publique pour éviter que ça se reproduise, parce que je ne pense pas qu'on puisse recommencer. Oui, parce que vous nous direz, les solutions, votre rapport, vous devez le rendre dans quelques semaines, mais vous avez les grandes tendances, j'imagine, dès aujourd'hui. Il y a les périodes de crise et puis il y a les périodes de temps normal. En temps normal, la santé publique est pas très performante en France. Aude Niadanu, vous êtes jeune, c'est pour ça que je vous passe tout de suite la parole. Non, c'est parce que le ministre vous a confié une mission. Vous avez un regard nouveau, vous n'êtes pas médecin, vous êtes polytechnicienne, ça nous impressionne toujours. Quel est le regard quand vous êtes penché un petit peu sur ce problème de santé publique? Qu'est-ce que, dans le diagnostic, toujours un petit tour de table rapide sur le diagnostic, par rapport à la crise, bien évidemment, et ce que ça révèle pour les temps normaux? Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc oui, en effet, moi je ne suis pas médecin. Je suis ingénieur et docteur, mais en chimie. Et je suis surtout entrepreneur. Et pour peut-être donner un peu de contexte aux personnes qui nous écoutent, j'ai créé donc la société qui s'appelle L'Hôpital, qui est un mouvement citoyen d'innovation collaborative où en fait j'encourage les citoyens, le grand public, à s'engager pour la santé, à comprendre quels sont
les enjeux aujourd'hui, quelles sont les problématiques rencontrées notamment par les patients, leurs aidants et leurs soignants, et à les prendre en charge, à les prendre en main et à se dire qu'est-ce qu'on peut nous proposer, nous citoyens qui ne sommes pas médecins, justement, qu'est-ce qu'on peut proposer sur ces sujets. Et c'est avec la même approche que j'ai abordé cette mission que m'a confiée le ministre Olivier Véran, avec donc, ma coporteuse de mission qui s'appelle Pauline Martineau, qui est médecin en santé publique. On s'est dit de la même manière, OK, on nous demande de travailler sur la santé publique des jeunes et sur la promotion de la santé auprès des jeunes. On va commencer par aller discuter avec ces jeunes, aller leur demander d'une part quels sont leurs besoins, quelles sont leurs questions, et puis surtout quelles sont leurs références, qu'est-ce qui leur parle et qu'est-ce qui va les pousser à agir. Et derrière, on a évidemment aussi interviewé des personnes du terrain, des infirmiers scolaires, des éducateurs en MJC, etc., et des experts. Et on a pu, à partir de tout ça, se rendre compte qu'en fait, il y avait peut-être des écarts de perception, et surtout qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà mises en place par les jeunes ou par les acteurs de terrain et qui n'étaient pas forcément visibles du point de vue du gouvernement ou du point de vue des experts. Et donc, de mon côté, je pense qu'il y a un grand sujet vraiment de participation, en fait, de rendre la santé publique plus participative. Et je rebondis sur ce qu'a dit M. Chauvin. Vous parliez tout à l'heure de chefs d'orchestre et de trois grands acteurs qui doivent jouer leur rôle. Et je pense que le chef d'orchestre, en effet, il est là pour faire en sorte que ces acteurs puissent collaborer. Mais il y a une partie des acteurs qui, je pense, ont eu l'impression qu'on ne leur donnait pas les partitions et que du coup, ils ne pouvaient pas jouer dans l'orchestre. Et ces acteurs-là, c'est probablement une grande partie des citoyens qui, d'eux-mêmes, se sont proposés pour aider. Moi, dans mon parcours, j'ai aussi eu la chance de travailler pour la PHP, au siège de la PHP, et j'ai été pendant la première vague de la crise. On a vu se mobiliser des milliers de personnes pour venir aider. Quand j'ai des milliers, c'était 20 000 personnes, 20 000 citoyens, hors soins. Là, je parle vraiment pour venir soutenir la partie administrative. Et le simple fait d'avoir dit « vous pouvez venir nous aider » a déclenché une vague de mobilisation énorme où vraiment on sentait une envie, un besoin de contribuer. Et j'espère que là, suite à cette crise, on va pouvoir capitaliser sur cette envie, sur ces propositions, sur ces idées qui viennent du grand public. C'est la question, parce qu'en période de crise, tout le monde se mobilise et puis après, il faut voir ce qu'il en reste. J'aurais une question. Dans votre démarche d'écoute, d'enquête participative, qu'est-ce qui est réellement original ? En fait, c'est juste d'écouter et de faire confiance. Ça, c'est pas très original, non ? Pardon de vous contredire, mais je pense en effet que c'est original, qu'on manque d'écoute et qu'on manque de confiance. On a quand même souvent une présomption de défiance envers les citoyens, envers le grand public. Et quand on vient pour proposer son aide, la première réaction, c'est « mais qu'est-ce que cette personne attend en échange ? Quels sont les intérêts qui sont derrière ?» Et généralement, on est plutôt sur une présomption de défiance, où on va se demander quel risque on prend à laisser participer. Et moi, ma question, c'est quel risque on prend à ne pas laisser participer ? À côté de quoi on passe quand on refuse les idées, les propositions qui peuvent venir, oui, de personnes qui ont des profils originaux, qui n'appartiennent pas à des grandes organisations, mais qui pourtant ont des choses à proposer, notamment des personnes qui sont vraiment ancrées dans le terrain et qui proposent des choses pour leur communauté. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on s'appuie pour la santé publique de demain. Et vous devez rendre votre rapport quand ? Et là, dans les prochains jours... C'était aujourd'hui, en principe, non ? En principe, c'était aujourd'hui. On ne l'a pas encore rendu, mais ça arrive dans les prochains jours, en effet. D'accord, donc vous nous donnerez tout à l'heure les premières pistes qui se dégagent. Luc Duquesnel, vous êtes médecin généraliste, vous êtes président d'un syndicat de médecins généralistes, les généralistes SMF, c'est ça. Alors vous représentez une partie, vous représentez les médecins généralistes, une partie des professionnels de santé, évidemment une partie clé, le médecin généraliste, parce qu'il est aux proximité de la population. Alors, quel est le regard que vous avez sur la santé publique ? Après, on verra le rôle que peut jouer le médecin généraliste. Apparemment, il joue un rôle peut-être insuffisant selon certaines études. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais de votre point de vue, pourquoi la santé publique, toujours sur cette premier tour de table de diagnostic, pourquoi la santé publique est mal aimée, mal comprise, mal développée en France ? Et je vous laisse la parole. Donc, je suis médecin généraliste, en effet, en Mayenne, donc zone rurale, semi-rurale, co-gérant d'une CISA, d'une MSP multisite en zone rurale, sur un territoire de 43 000 habitants, 96 professionnels de santé libéraux. On est communauté professionnelle territoriale de santé qui se met en place avec, bien sûr, les professionnels, mais aussi avec tout le secteur social, médico-social, qui conventionne avec les hôpitaux. Et en même temps, je coordonne depuis 18 mois, dans le cadre de cette crise sanitaire,
aujourd'hui les 8 centres de vaccination qui maillent tout un département, mais qui, l'an dernier, étaient les 8 centres Covid du département. Voilà. Alors, je vais commencer en disant que je sors d'une université d'été de la CSMF qui était consacrée à la santé environnementale. On a écouté des conférences avec Jean-David Zetoun, des épidémiologistes, François Moutou. Et, bon, bien sûr, c'était des médecins libéraux qui étaient là, qui ont été passionnés, choqués, interloqués, aussi bien d'ailleurs en tant que médecins qu'en tant que citoyens, par rapport à tout ce qu'ils ont entendu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des études nouvelles qui sont sorties, récentes? Non, certaines datées d'il y a 10 ans. Je veux dire, c'était un peu, quelque part, en électrochoc, parce que tous que nous sommes, mais médecins, mais je pense chaque professionnel de santé, et même l'hôpital pourrait nous le dire, finalement, mes études, alors c'est vrai qu'ils commencent à dater, mais mon quotidien depuis 30 ans, c'est le soin. On fait tous un peu de prévention, mais ce n'est que... Finalement, dans la santé... s'occupe du soin. Quand je fais de la prévention, c'est un peu en tant qu'acteur, moi personnellement, et que la santé à l'échelon d'un territoire, une santé populationnelle, de la santé publique, globalement, en tout cas, rien ne me pousse à y faire. Et quand je vois une étude, c'est l'adresse qui a sorti ça début juillet. Alors c'est une étude, une enquête qui date sur une période d'avant la crise sanitaire, où seulement un médecin sur 5 disait s'être engagé ces dernières années dans l'organisation d'actions de prévention collective. Et sur ces 1 sur 5, il y en a 80% qui sont dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. Bon, je dirais que si cette table ronde d'aujourd'hui, par rapport au constat, avait été faite il y a, en janvier et février 2020, je m'arrêterai là. Or, depuis est survenue cette crise sanitaire, et qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Je vois les professionnels de santé libéraux, qu'on dit étant tous sauf des chefs d'entreprise, qui montrent des centres de vaccination. Je l'ai dit l'an dernier, des autres centres Covid, mais tout ça en lien avec les collectivités territoriales. Tout ça, un centre de vaccination, on est dans la prévention aussi, avec les usagers. Je suis à l'échelon de mon département, c'est 8 centres, ils ont embauché plus d'une vingtaine de personnes, je veux dire pour les fonctions administratives. Il y a à peu près tous les jours à peu près 80 citoyens qui travaillent, qui sont dans ces centres. On est en lien direct avec l'ARS, avec le préfet, avec les maires, avec les collectivités territoriales. Et ayant plusieurs casquettes, ayant aussi la responsabilité d'un syndicat national, tous les 8 ou 15 jours, on est en réunion avec le cabinet du ministre, et aussi pour nous d'abord nous donner quelle est la directive. Je veux dire, c'est pour décliner cette prévention au niveau de nos territoires, mais aussi répondre à nos questions, où il y a aussi toute une partie pédagogique. Je crois que cette crise sanitaire, alors que jusqu'ici on était sur des petits champs. Alors bien sûr, il y a la semaine du tabac, mais parfois on avait l'impression que la prévention collective, ça se limitait à l'importance cette semaine-là, mais qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses. Et que là, très clairement, je crois qu'on est parti sur un autre champ. Alors ça a été aussi une histoire de confiance. Ça a été dit, ça me semble essentiel, entre les acteurs sur le terrain. Mais c'est quoi la confiance? On dit toujours la confiance. Mais la confiance, c'est que quand je vais voir mon ARS pour lui dire, écoutez, il y a les 8 centres, là, il nous faudrait une enveloppe. Parce qu'on a par centre 2, 3, 4 salariés embauchés. Donc, écoutez, vous y allez et puis vous nous envoyez le montant des frais. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'impression dans des effets d'aubaine. Ce que je peux vivre à un autre niveau quand je négocie avec l'assurance maladie une consultation de prévention. C'est-à-dire que là, alors c'était, mais au sens positif du terme, un peu le quoi qu'il en coûte, il y a des besoins. On montre qu'on est en capacité de faire, tous ensemble, sur les territoires. Et quelque part, il y a des financements derrière. Alors que parfois, pour arriver à mettre des choses en place, j'ai vu des fois 2 ans, 3 ans, et on perd du temps. Là, il y avait urgence et on a agi ensemble. Et puis, donc tout le côté pédagogique, c'est-à-dire qu'au niveau national, je veux dire, on coordonne les acteurs, mais il y a aussi la FHF, la FHP, il y a tous les acteurs, il y a les usagers. Mais ça, c'était pendant la crise. Donc pendant la crise, il y avait encore une réunion vendredi dernier, parce que ça continue. Crise, c'est clair, oui. Ça continue, mais au travers de cet exemple-là, ce qui s'est passé au niveau des nationales, une politique de prévention nationale sur cette thématique-là, qui définit un cadre, mais dans lequel les acteurs locaux, parce que les territoires sont différents, peuvent mettre en place
cette politique-là. Et puis, ça nous a permis de rompre les silos de ce qu'on vit aujourd'hui sur nos territoires. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui de faire vivre ça, et on va en parler tout à l'heure sur les solutions, sur ce Tout que à fait, parce qu'aujourd'hui, sur nos territoires, sur d'autres actions de prévention, qu'est-ce que je vois? Je vois des élus avec un contrat local de santé, ils ont une enveloppe prévention. Moi, en tant que co-gérant d'une CISA, j'ai une enveloppe prévention. Je veux dire, on est chacun dans son silo, le silo de la prévention, d'ailleurs, sur une même action, sur une même thématique, un même besoin, un même objectif, où finalement, on n'échange pas ensemble. Alors, je ne veux pas dire que les discours sont contradictoires, mais par rapport aux citoyens, par rapport à ceux qui l'entendent, ça manque parfois de cohérence. D'accord. Jean-François Delfrécy, vous étiez au front, président du conseil scientifique, donc vous avez vécu la crise, les réactions des uns, des autres, des scientifiques, des pseudo-scientifiques, des épidémiologistes. Et puis vous êtes aussi président, je l'ai dit, du comité consultatif d'éthique, national d'éthique. Vous avez sorti un avis sur éthique et santé publique qui tombe bien quand on voit un peu les difficultés des vaccinations chez certains, même chez les soignants. Alors quel était votre regard? Quelles conclusions vous en tirez? Puis après on verra les solutions que vous préconisez. Alors d'abord, je ne suis pas quelqu'un de santé publique. Hein. Je suis un immunologiste et un virologue. C'est pour ça que vous êtes là. Et donc, je parle avec... voilà, j'ai été amené, dans ma vie professionnelle, à travailler avec beaucoup de gens de santé publique, à la fois dans le cadre du VIH et puis maintenant, plus récemment, dans la crise. Mais c'est une vision, je dirais, plus large hein, que je vais vous donner. Deuxièmement, on dit qu'il y a une faillite de la santé publique sur cette crise. Je ne sais pas, moi. Qu'on s'interroge sur, et c'est tout à fait logique, et c'est très bien que Franck Chauvin ait cette mission, et on en avait discuté d'ailleurs de où allait-on sur la santé publique. Mais y a-t-il une vraie faillite de la santé publique? Si je regarde sur des modèles différents, par exemple les modèles anglo-saxons qui nous sont souvent présentés comme le modèle, entre guillemets, de construction, ils ont été aussi dans une bourrasque très forte, avec des remises en cause des modèles, enfin des systèmes d'agences en Angleterre, par exemple. On ne peut pas dire que la réponse sur les grands modèles de santé publique type US soit véritablement une réponse optimale. Et finalement, la crise n'est pas finie, hein, loin de là. Mais on est en train d'atterrir à peu près sur les grands pays européens, avec des modalités différentes, des chemins différents, mais à la fois sur des enjeux sanitaires, mais aussi sur des enjeux économiques, à peu près finalement, au même niveau. Donc, y a-t-il vraiment une crise? Non, mais il y a probablement un effet de fondation, de nouvelles fondations, parce qu'avant la crise, il y avait déjà un questionnement sur l'organisation de la santé publique en France. Le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas non plus opposer santé publique et le reste de la médecine. Ça serait ridicule. Hein. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Et on voit bien, juste à partir de la crise, que les réponses de santé publique qui ont été plus ou moins bien données, certains diront plutôt pas bien, d'autres diront, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, se trouve finalement une partie des solutions, mais qu'une partie, avec aussi l'innovation. Hein. Et que somme toute, si on n'était pas avec actuellement la possibilité d'avoir des vaccins avec leurs limites, hein, on le voit bien, d'avoir l'accès aux tests avec cette capacité de nouveaux tests, l'arrivée de nouveaux médicaments antiviraux, anti-Covid qui vont être disponibles dès le mois de décembre. Voilà, ça serait uniquement avoir une réponse de santé publique sans avoir l'innovation de l'autre côté, ne collerait pas. Il faut ce qu'on appelle une balance un peu délicate, comme dit mon ami Tony Fauci, entre l'innovation et l'arrivée de la science dure, avec aussi une vision de santé publique. Et c'est l'harmonie entre les deux et le dialogue entre les deux qui fait qu'on arrive à construire quelque chose. Alors, sur ce que disait Franck Chauvin, c'est-à-dire sur ce fameux triangle entre le décideur politique qui décide, c'est une illusion de penser que c'est un truc de journaliste de penser qu'il y a eu un troisième pouvoir médical en France. C'est d'un ridicule absolu. On est dans une grande démocratie. Certains ont essayé quand même, enfin bon. Écoutez, j'en suis pas sûr, mais enfin bon, je pense que c'est surtout les journalistes qui ont essayé de le dire. Bien sûr, il y a le décideur politique, il y a le citoyen, et il y a le scientifique, enfin, l'expert au sens très large du terme. Alors, c'est vrai que ça joue en santé publique,
et que ce triangle est un triangle essentiel, ça dépasse aussi la santé publique. Ça s'appelle aussi la démocratie sanitaire, la démocratie en santé, ou ce que les Américains appellent social participation. C'est le fondement même de la construction, de la réflexion qu'il doit y avoir pour, je dirais, une nouvelle vision de la santé. Et je crois que la santé publique en est un élément important. Je l'avais vécu, moi, avant, dans la construction de la loi de bioéthique au niveau du Comité national d'éthique, où on avait organisé les états généraux de la bioéthique, s'appuyant bien sur ce fameux triangle, et comment, finalement, remonte à la fois la vision citoyenne pour amener un certain nombre d'informations, et à la fois à l'expert, qui lui-même, ensuite, peut un dialogue avec le politique. Donc ça, c'est fondamental. S'il doit sortir quelque chose de cette crise, c'est vraiment un élément important. Qui, certes, la santé publique est au cœur de ça, mais pas que. Ça touche et d'autres grandes visions. Alors c'est la raison pour laquelle, au niveau du CCNE, et en dehors de moi, puisque je me suis mis en débord de tout ce qui pouvait avoir une relation, je dirais, avec de près ou de loin avec le Covid, de façon à ne pas mélanger les gens, un groupe du CCNE a souhaité aller plus loin dans la vision, je dirais, des questionnements éthiques que peut poser la santé publique. Et pourquoi ? Parce que la bioéthique pose plus de questions qu'elle ne résout des problèmes. Elle met les questions sur la table. Et elle montre bien comment, sur un sujet donné, à un temps donné, on peut avoir des tiraillements entre telle position et telle autre. Et on voit bien que dans les aspects de santé publique de cette crise, et une fois de plus, j'en suis pas du tout un spécialiste, on voit bien qu'il y a des enjeux majeurs quand même qui s'est posé. C'est la vision individuelle par rapport à une vision collective. Et on le voit à tout niveau. Moi, je trouve que les Français ont été admirables. Les médias ne nous parlent que des 7 ou 8% qui en permanence sont contre, entre guillemets, mais l'immense majorité des Français a supporté un certain nombre de mesures extrêmement difficiles. J'espère qu'elles étaient pleinement justifiées. Je vous rappelle que c'est très compliqué de construire de la science quand on a une science qui repose sur le sable, et qu'avec une évolution qui se fait en temps voulu. Mais les Français ont admis et continuent d'admettre, avec le pass sanitaire, avec l'ensemble du processus de vaccination. Enfin, il y a une réponse du citoyen qu'on doit saluer et qu'on ne salue pas assez. Et on parle en permanence, au contraire, des extrêmes. Eh bien, cet questionnement-là, il sera poursuivi autour des grands enjeux éthiques de la santé publique. On a remis à Franck Chauvin l'avis du CCNE. C'est une petite partie, évidemment, dans l'immense travail qu'il y a à faire autour de la réflexion de santé publique, mais ces questionnements et ces tiraillements qu'il peut y avoir entre vision individuelle et vision collective sont le fond, quand même, de la question qu'on doit se poser. Oui, c'est capital, parce que c'est l'appropriation par les citoyens. Si cet équilibre entre individu et collectif ne fonctionne pas, et si on monte en épingle certains, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Alors, c'est bien sûr, c'est parmi les leçons à tirer, c'est ça, c'est aussi la place des médias, la place de certains scientifiques sur la discussion autour des médias, et puis il faut avoir beaucoup de modestie, je pense, beaucoup d'humilité. Moi, en tout cas, il y a des choses qu'on a cru faire bien, puis il y a des choses qu'on n'a pas fait bien au niveau du conseil scientifique. J'ai pas d'état d'âme à le dire. Et puis, il y a une évolution. Il y a une évolution des connaissances, et comment construit-on le conseil et je dirais l'avis et l'éclairage de nos politiques et aussi du citoyen, alors même qu'on est dans une science, en cas de crise, qui fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et c'est là toute la difficulté. Alors, on l'a dit au cours de cette journée, on va essayer d'avoir des solutions, des leviers d'action, des facteurs clés de succès, comme on dit.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors? On va refaire le même tour de table. Franck Chauvin, la santé publique, bon, c'est un concept flou quand même. Bon, le bras armé de la santé publique, c'est la prévention. Vous dites si on veut moins de l'hôpital souffre, si on veut moins de malades à l'hôpital, faut prévenir les maladies. En France, on est mauvais en prévention, donc très concrètement, vous allez remettre. Alors, il y a la refondation, c'est institutionnel, etc. Mais très concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en France? Enfin, parce que ça fait bien 50 ans qu'on a laissé un peu la santé publique de côté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette santé publique soit efficace? Et en particulier au niveau de la prévention. Je vous réponds tout de suite, mais pour rebondir sur ce que dit Jean-François Delfrécy, moi je ne pense pas que la scission se fasse autour de l'individuel ou du collectif, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté, etc. Donc effectivement, il peut y avoir des tiraillements. Il y a des tiraillements lorsque on perd nos repères. C'est pour ça qu'il y a des tiraillements. C'est parce qu'en fait, on perd nos repères dans l'action. Et nos repères, c'est des valeurs. Et tous les systèmes se construisent sur des valeurs. Et il faut qu'il y ait un accord, un contrat social sur les valeurs. Et en France, on a des valeurs qui ne sont pas celles des États-Unis, qui ne sont pas celles de l'Angleterre, qui ne sont pas celles des pays du Nord. Mais changer les valeurs, ça prend du temps. Comment on fait pour changer les valeurs? Je ne dis pas qu'il faut changer les valeurs. Je dis qu'il faut... pour en acquérir, tout le moins, oui. Je dis qu'il faut les rappeler. Et il faut que dans la culture, notre culture collective, on soit d'accord sur ces valeurs. Et ces valeurs, elles sont assez simples. Et en France, c'est compliqué, en fait. Je dis elles sont assez simples. C'est-à-dire qu'il faut être équitable. Et on sait qu'une société égalitaire n'est pas équitable. C'est-à-dire qu'une approche égalitaire des problèmes, on l'a vécu pendant cette crise. Moi, j'ai essayé de me battre contre des décisions qu'on prenait qui étaient des décisions égalitaires, c'est-à-dire on prend les mêmes décisions pour tout le monde. Quand vous faites ça, vous savez pertinemment, on le sait, ça a été étudié, les publications sont énormes là-dessus sur le sujet, le rapport de Michael Marmot, etc. On sait que quand vous faites ça, vous êtes inéquitable. Donc vous allez générer massivement des inégalités de santé. Et on les a sous les yeux, il y a des tas d'indicateurs qui les montrent. On le savait et on l'a fait. Donc, parce qu'on a perdu cette valeur-là. On a une autre valeur en France qui est la solidarité. Donc, on est probablement le pays... Il ne faut pas être égalitaire, il ne faut pas être solidaire, c'est ça? Non, il faut être équitable. Oui, c'est-à-dire une approche qui repose sur ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, c'est-à-dire qui proportionne les mesures en fonction du besoin des individus. C'est une approche équitable, à la différence d'une approche égalitaire qui vise à proposer les mêmes mesures à tout le monde. Et ça génère des inégalités. Ensuite, vous avez la solidarité. Enfin, vous avez la transparence. Donc, vous avez 3 valeurs fondamentales sur lesquelles le système a été construit, à mon avis, sur lesquelles il faut retravailler. Ensuite, vous avez des principes d'action. Et là aussi, on a perdu nos repères. La lutte contre les inégalités est un principe d'action qui avait été mis en avant, qui a été mis en avant dans les stratégies nationales de santé. On l'a perdu de vue parce que c'est vrai que c'est compliqué de le faire. Certaines ARS l'ont fait magnifiquement et c'est vrai qu'on commence à avoir des expériences de terrain. Moi, j'ai beaucoup d'expériences qui remontent. Il y en a qui l'ont fait totalement magnifiquement. Bon, bref, il y a un certain nombre de choses. Comme ça, par exemple aussi, on sait qu'une politique de santé, une politique de prévention, toutes les politiques de santé sont la résultante d'un ensemble de politiques et pas simplement de la politique sanitaire. Et ça, c'est un point aussi il va falloir enseigner aux politiques, etc. Mais on ne voit pas bien ce qui va déclencher. On a vraiment une faiblesse en santé publique. Dans vos propos, on se dit que dans 50 ans, peut-être on arrivera à avoir une... Non, pas du tout. Je dis simplement que ça, il faut le rappeler, et que ça, pendant cette crise, on l'a perdu parce qu'il y avait l'urgence, etc. Pendant et avant. Oui, enfin, en tous les cas, pendant la crise, on l'a perdu. Alors, après la crise. Voilà. Alors, maintenant, il faut refonder le système. Il faut le refonder sur ces valeurs-là. Il faut le refonder sur des principes d'action et l'éthique en étant. Mais l'éthique, c'est aussi une approche sur les valeurs. Les valeurs ne sont pas transférables d'un pays à un autre. Et c'est pour ça, quand on copiait les mesures qui étaient faites dans un autre pays aux mesures qui étaient faites dans un autre pays, on se disait, non. Un point aussi, c'est qu'il faut qu'on fonde nos actions sur l'évaluation, et notamment l'évaluation a priori, ex ante, c'est-à-dire qu'on ait une idée de ce que va produire ce qu'on essaye de faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas vous tout détailler, mais il y a quelques points fondamentaux. Un, il faut redévelopper une vraie culture de santé publique et apprendre que la santé publique, ce n'est pas la somme des santé individuelles.
La santé publique, c'est la santé d'une population, ce n'est pas la somme des santé individuelles de chacun des individus. Et si on n'arrive pas à comprendre ça, et actuellement on le voit avec la vaccination, on voit bien qu'un certain nombre de gens qui se font vacciner n'ont pas de bénéfices, ça ne va pas changer grand-chose à leur santé. En revanche, ça va changer la santé de la population. Donc cette notion-là, il faut qu'on arrive à la rediffuser dans la culture de santé publique. Il faut renforcer notre dispositif territorial de santé publique. C'est lui qui a beaucoup souffert pendant cette crise, on va le dire comme ça. Et la question, ça va être comment mobiliser ce qu'on appelle les offreurs de soins sur une politique de santé publique. Et une grande partie de la réflexion tourne autour de là-dessus. Les offreurs de soins, c'est les hôpitaux, mais c'est les médecins traitants, c'est les MSP, c'est les CPTS, etc. Alors comment il faut une rémunération pour la santé publique, pour la prévention, parce qu'on ne peut pas continuer à dire allez-y. Alors oui, vous avez raison, et il faut déconstruire. Quitte à baisser d'autres rémunérations. D'accord. Alors il faut déconstruire un paradoxe. Je le dis vraiment avec beaucoup de précaution parce que c'est compliqué. Mais notre système de santé, qui est essentiellement un système de soins, a un intérêt objectif à ce qu'il y ait de plus en plus de malades. Voilà, vous l'avez dit. Vous me l'avez dit en réunion préparatoire, il faut le dire. Personne n'a intérêt à faire de la prévention. Mais personne. Moi, je suis cancérologue. Quand j'étais cancérologue en exercice, j'avais un intérêt objectif à ce qu'il y ait de plus en plus de cancers. Parce que c'est mon activité, parce que... voilà. Et pour ça, vous avez changé d'activité, vous faites de la santé publique. Voilà, et après j'ai changé, parce que j'étais pris là-dedans, effectivement. Et on a vu des professions médicales qui ont disparu, les physiologues ont disparu, très brutalement, les sanatoriums ont fermé. Donc il ne faut pas penser que c'est une vue de l'esprit. Je pense que le système a ça en tête. Et donc il faut arriver à déconstruire avec lui cet objectif. C'est énorme, alors. C'est énorme parce que tout concourt à la rémunération, les habitudes, la formation qui n'est absolument pas... La santé publique est quasiment inexistante. Et alors, il y a quelque chose qui émerge, mais moi je suis assez frappé de la rapidité avec laquelle ça émerge. C'est ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle des offreurs de soins. C'est-à-dire qu'un hôpital prend conscience qu'il n'a pas simplement à s'occuper des malades, mais qu'il a une responsabilité sur la santé de la population. Alors il y a d'autres pays qui sont en avance sur nous. Il y a des systèmes d'intéressement collectif, il y a des systèmes d'indicateurs populationnels, etc. Et pour les médecins traitants, ça va être la même chose. C'est comment on les embarque dans une responsabilité populationnelle. D'accord. Aude, quel est votre regard par rapport à la discussion, l'enquête que vous avez faite auprès des jeunes, qui va être participative, etc. Quelles sont les pistes concrètement, justement, pour cette culture de santé publique, de prévention, de prise en compte des déterminants de santé soient mieux comprises? Mais à vrai dire, je pense que l'idée de démocratie sanitaire, elle est effectivement à la base de notre système de santé, puis elle est peut-être presque insuffisante, puisqu'on est beaucoup dans du consultatif. Aujourd'hui, dans les approches plus de curatif, on parle du patient partenaire et on dit le patient est expert de son propre vécu, le patient expert vient donner des cours à la fac de médecine et il explique au médecin voilà ce que je vis. Quand est-ce qu'on passe au citoyen partenaire ? Est-ce qu'on attend que la personne soit malade pour lui demander ce qu'on a vu, ou est-ce que sur la promotion et la prévention, on peut aussi être dans un partenariat avec les citoyens et avec les usagers ? Personnellement, je pense qu'il est temps de passer à une approche où on est sur de la vraie co-construction et pas seulement sur de la consultation. C'est sur la mission qu'on réalise ou qui est vraiment axée sur les jeunes, on se rend compte à quel point c'est indispensable. Parce qu'aujourd'hui, on a deux constats. Les jeunes, ils évoluent extrêmement vite. Leurs références, leurs envies, leur compréhension du monde évoluent extrêmement vite. Si vous allez sur TikTok, par exemple, les tendances, elles durent 2 semaines. Elles ne durent pas 1 an. Et donc, chaque 2 semaines, il faudrait qu'on les consulte pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, à quelle référence culturelle qui vous convient, on va pouvoir se raccrocher pour que les messages vous touchent, par exemple. Et puis, en plus, toujours avec les réseaux sociaux, je pense que les communautés sont de plus en plus petites. On peut se créer un cercle qui est de plus en plus resserré, qui a des références et des centres d'intérêt extrêmement resserrés en fait, autour de soi. Et donc, il faut aussi que l'approche elle soit extrêmement personnalisée, puisqu'on ne peut pas s'adresser aux jeunes en pensant que c'est un tout homogène. Il va y avoir
vraiment des sujets qu'il va falloir adresser de manière extrêmement personnalisée, que ce soit vis-à-vis des territoires, vis-à-vis des tranches d'âge, mais surtout vis-à-vis des centres d'intérêt, vis-à-vis de ce qui va les toucher personnellement. Et donc pour ces deux raisons-là, on est obligé d'être en continu en contact avec eux, de leur demander en continu non seulement leur avis, mais vraiment leurs suggestions. Comment est-ce qu'on fait évoluer les choses? Comment est-ce qu'on prend en compte ce qui va fonctionner pour eux au quotidien? Et pour vous donner un exemple de ce qui a pu fonctionner, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a bien un dispositif du gouvernement qui fonctionne hyper bien, qui plaît aux jeunes, c'est le Pass Culture. Et sur le Pass Culture, c'est exactement la démarche qui a été mise en œuvre. C'est que dès le départ, il y avait un groupe d'utilisateurs qui était consulté en continu. C'est que c'était une expérimentation sur 2 ans où ils ont pris les retours, mais les retours même sur les petits détails de qu'est-ce qu'on met sur l'écran d'accueil de l'application. Et c'est ça, je pense, qui a fait qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui fonctionne et qui est apprécié des jeunes. Et malgré qu'il y ait la Marianne dessus et que ça soit rattaché au gouvernement, ça leur plaît et ils s'en servent. Et je pense que cette approche-là, il faut vraiment qu'on arrive à l'ancrer dans toutes les politiques. Et alors, qu'est-ce que vous imaginez j'allais dire un pass santé, non, ce serait trop facile, mais est-ce que vous avez des pistes d'avoir un objet comme ça, emblématique, accepté par les plus jeunes, et qui permettent de faire mieux comprendre les problématiques de santé? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de vous donner le détail du rapport, puisqu'évidemment, on en garde. Non, pas le détail, mais simplement l'objet emblématique. Moi, je pense qui est emblématique, ça va être vraiment 4 grands sujets sur lesquels on peut voir à quel point cette approche participative serait intéressante. Le premier, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est très simple. Pour qu'on soit plus efficace dans la promotion de la santé auprès des jeunes, il y a cette question en fait, de comment est-ce qu'on leur donne le pouvoir d'agir sur leur santé. Et donc, ça va passer par, évidemment, de l'information. Comment est-ce que je suis informée de ce que je peux faire pour être en bonne santé? Et là-dessus, on se rend bien compte que l'information pourrait être formulée d'une manière plus efficace et plus personnalisée. On a fait, nous, des ateliers avec des jeunes. Par exemple, on est allé à Nanterre discuter avec les ados qui étaient à la MJC. On leur demande, ça veut dire quoi bien manger? Ils nous disent 5 fruits et légumes par jour, ne pas manger trop sucré, trop salé. Ça, ils l'ont retenu, ils l'ont vu à la télé, ils l'ont retenu. On leur demande qu'est-ce que ça veut dire. Aucune idée, ils ne comprennent pas le message. Est-ce que si on avait construit ce message avec eux, on en serait là? Ils connaissent le message, ils ne le comprennent pas. Leur donner des informations accessibles, simples, proches d'eux, et il y en a 4. Alors, le pouvoir d'agir en 2. Oui, je pense que pouvoir d'agir, c'est vraiment général, et ça inclut l'information, ça va inclure aussi... Non, mais deuxièmement, il y a le pouvoir d'agir, c'est premièrement. J'arrive. Non, là, j'accélère un peu pour que... Il y a la question de comment est-ce que je prends conscience que j'ai besoin d'un soin ou besoin d'une information. Et je pense qu'on manque d'outils d'autodiagnostic. Nous, là, dans les interviews qu'on a pu faire, on a parlé, par exemple, avec plusieurs acteurs qui utilisent le violentomètre. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, le violentomètre. Non. Qui permet d'évaluer à quel point la relation dans laquelle on est, alors ça peut être relation amoureuse, relation amicale, c'est très axé relation amoureuse, est toxique ou pas pour soi. Et il y a différents niveaux de... là, en fait, la personne écoute mon avis, ça c'est positif. La personne me coupe de ma famille, ça va être commencer à des signes négatifs. C'est pour repérer les pervers narcissiques, c'est ça? Alors, je ne sais pas si c'est... Si le terme... Mais comment ça marche le violentomètre, c'est un questionnaire, c'est une application? C'est très simple. En fait, vous avez une échelle. Ça peut être un papier. Vous avez du vert, du orange, du rouge. Et dans chacune des catégories, vous avez des situations. Et vous pouvez vous dire, moi, je suis dans la situation orange. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, que le fait que mon copain me dénigre toute la journée, c'était un signe annonciateur d'une relation qui peut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus violent. D'accord. Et donc, essayer de s'auto-diagnostiquer pour se rendre compte de la situation dans laquelle on est. Je pense qu'on pourrait développer de nouveaux outils là-dessus pour que chacun soit capable de se dire « Ok, là, en fait, je suis quelqu'un de très anxieux, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais besoin d'un suivi psychologique, par exemple. » Je pense qu'il y a ça. Et puis ça, c'est aussi vrai pour savoir comment prendre soin de ses proches. Sur la question du harcèlement, par exemple, il y a beaucoup de parents qui se plaignent de ne pas savoir où est la limite entre la simple moquerie et le harcèlement. Et moi, dans mes proches, j'ai une amie qui a perdu sa petite sœur suite à du harcèlement. Sa sœur s'est suicidée et elle m'a dit « Mais jamais on aurait pu se rendre compte que quand elle se plaignait d'être moquée, c'était à ce point-là. » Parce qu'en fait, on n'a pas d'échelle, on ne sait pas comment diagnostiquer. Donc, je pense qu'il y a ce sujet-là qui va aussi redonner du pouvoir d'agir avant de décider de prendre... Alors, troisièmement, pouvoir d'agir, comment je prends conscience que j'ai un problème, autodiagnostic. Troisièmement... Je pense qu'il y a un problème culturel aussi. Oui, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on accepte de prendre certaines actions pour la santé publique? Je vais donner un autre exemple. On a discuté avec une infirmière scolaire
nous expliquait que dans les décrets, l'infirmière scolaire a le droit d'avoir la pilule du lendemain dans sa petite pharmacie et de la délivrer aux élèves qui lui demandent. Mais que dans l'école où elle était, enfin dans le collège où elle était, elle n'avait pas eu le droit, mais quand je dis le droit, c'est son proviseur avait refusé qu'elle ait la pilule du lendemain dans sa pharmacie parce que ça aurait incité les jeunes à avoir des relations sexuelles. Ça, c'est une question culturelle aussi. Et encore une fois, c'est aussi une question de lui faire confiance et de dire, en fait, on vous donne tous les outils et vous savez prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. Et c'est encore une fois une question de posture, je pense. Et puis enfin, je pense que tout simplement, il va falloir être capable de capitaliser sur les initiatives qui sont déjà prises, parfois par les jeunes eux-mêmes, mais qui ne vont pas forcément savoir formaliser sous forme d'associations, etc., ou par des associations qui, très localement, on va avoir des actions hyper positives, mais qui ne sont pas forcément suffisamment visibles, suffisamment soutenues et suffisamment mises à l'échelle. D'accord. À la fin de la table ronde, chacun donnera un point précis. On reviendra à un petit tour de table très, très rapide. Merci. Luc Duquesnel, alors, comment mobiliser les professionnels de santé, vu que vous n'avez pas été formé pour ça, vous n'avez pas été en continu informé de ce qu'on pouvait faire. Enfin, voilà. Alors, le médecin, bien évidemment, mais tous les professionnels, comment les mobiliser? Est-ce qu'il faut... On parlait d'une consultation de prévention. Ça a été plus ou moins évoqué dans les conventions, mais ce n'est pas appliqué. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans les recommandations, premièrement, c'est parler de la formation. C'est améliorer la formation initiale et continue, mais tous les professionnels, pas seulement des médecins, sur le thème de santé publique et prévention. Et quelque chose de caricatural, c'est ce qu'on a vu là. Dès le départ, c'est des niveaux, entre autres, de vaccination totalement différents en fonction des professions de santé. Or, je pense qu'il n'y a pas... une profession de santé où finalement on disait la vaccination je m'en fiche, c'est pas grave si je contamine des patients. Je pense que ça tient tout particulièrement à la formation initiale et éventuellement à la formation continue. Donc c'est-à-dire arriver là où c'est besoin. Alors, je vous arrête tout de suite parce que la formation, on dit toujours la formation. Est-ce qu'en faculté, Franck Chauvin ou Jean-Luc Defrécy, vous êtes professeurs tous les deux, est-ce qu'aujourd'hui, la santé publique et la prévention sont suffisamment enseignées à la faculté, en médecine particulier, ce que je connais mieux? En un mot. Sur la prévention, on doit faire 2 heures, oui, je crois. 2 heures, voilà. Moi, je fais 2 heures. Voilà, donc c'est déjà beaucoup. Hein, oui. Et sur moi, j'avais eu 2 heures de psychologie, je crois, quand j'ai fait médecine. Ouais, donc c'est ça. Donc, on progresse. Mais par exemple, sur, je sais pas, les modèles de changement, par exemple, comment amener quelqu'un à changer son comportement? 0 heure. Sur l'entretien motivationnel, rien. Soit si réactionnaire, on va dire. Pourquoi parce que vous n'êtes pas doyen, vous? Non, je ne suis pas doyen. Si, vous avez été doyen, non? Non, je n'ai pas été doyen. J'ai fait d'autres choses, mais pas ça. on peut critiquer les doyens. Comment se fait-il que les doyens, les responsables des facultés de médecine et d'autres, n'investissent pas les vraies questions dans la formation? Mais parce que notre système, encore une fois, je suis désolé, mais il faut qu'on en prenne tous conscience, a été construit faut le déconstruire, dans les années 50 pour être rapide, pour combattre les maladies aiguës. C'est un système de maladies aiguës. Et l'enseignement est un enseignement de maladies aiguës. Il faut que les doyens se réveillent. Et on essaye de lui faire prendre le virage, effectivement, des maladies chroniques et donc de la prévention, etc. Mais c'est extrêmement difficile. On voit bien à quel point notre système est inadapté, en fait, à ce qui nous arrive comme un mur devant. C'est-à-dire qu'on a 15 millions de personnes qui ont des maladies chroniques en France et le taux d'augmentation est de 2,5% par an. Donc, mathématiquement, ça ne tient pas. Donc voilà, on a une espèce de mur qui arrive et on a une urgence. C'est un peu comme la santé environnementale dont vous parliez. On a cette espèce de délai qui arrive et une nécessité d'adaptation très rapide. Il faut que les plus jeunes s'en emparent parce que le problème climatique, les jeunes s'en ont emparés et ça a l'air de bouger dans les esprits, dans les idées. Alors, oui, Jean-François, puis après Luc, non, juste, moi je partage complètement l'analyse de Franck. On est avec un modèle qui est à changer. Et parmi les modèles de changement, je pense que le problème de la formation est un élément totalement essentiel. Alors, le problème de la formation, c'est qu'il ne répond pas immédiatement à une question. Il s'inscrit dans la durée et forcément, ça prend du temps. Moi, je vois 3 points, personnellement. Le premier, c'est introduire la notion même, autour de santé publique, je ne sais pas comment vous l'appellerez, etc., dans la formation initiale de nos ados
au lycée, et pas seulement qu'on en fasse, qui connaissent des choses en biologie moléculaire ou en virologie de haut niveau, mais que sur des aspects de santé publique, il y ait quelque chose qui se fasse dès cette formation initiale. Le deuxième point, mais je ne sais pas si Franck y a réfléchi dans son groupe ou pas, mais moi je pense qu'on n'arrivera pas à moduler ce que représente ce que vous appelez le pouvoir des doyens, entre guillemets, ou cette vision. Il faut changer de rythme. C'est-à-dire qu'il faut probablement aller vers des écoles ou des facultés de santé publique qui sortent des facultés de médecine, Ça, c'est pas gagné, comme dirait. Non, mais justement, il faut une rupture. Il faut une vraie rupture si on veut bouger. Enfin, c'est une prise de position personnelle. Je ne sais pas ce que décideront les gens de santé publique, mais avec des écoles probablement qui ne soient pas dans chaque université. On peut discuter de ça. Peut-être qu'un nombre limité d'écoles de santé publique en France serait suffisant, accrochées avec des pôles de recherche très forts, et qui soient ouverts à des professionnels non médecins, puisque entre guillemets, les porteurs, et on n'a pas besoin d'être médecin, on n'a pas besoin d'être un professionnel de santé pour participer à un enjeu de santé publique. Il y a des tas d'autres professionnels qui peuvent être sur la table. Et la preuve. Et donc ça, il faut l'acter, et donc sortir ça de la mainmise des doyens sur, en effet, quelque chose qui est relativement classique. Et le troisième point, toujours autour de formation, puisque je vous donne les points dont j'avais envie de parler, c'est, moi, ce qui m'a frappé durant cette crise aussi, j'avais eu déjà des contacts dans des missions antérieures avec le pouvoir politique au sens très large du terme. Le pouvoir politique, c'est à la fois, bien sûr, les acteurs politiques, mais c'est aussi nos très hauts fonctionnaires. Il y a en gros 500 personnes à peu près qui dirigent la France, qui sortent quand même d'un moule très particulier où les écoles d'ingénieurs sont très peu représentées. C'est extrêmement frappant, parce que vous faites autre chose. Et qui ont une sorte d'acculturation scientifique. C'est-à-dire qu'on a perdu, pour nos élites, une certaine forme de formation scientifique, mais aussi, ça veut dire, la notion du doute en science, la notion du doute dans la décision, et ça n'empêche pas de prendre la décision, mais dans la construction de la décision. Et je suis frappé par le fait qu'on est maintenant sollicité par la nouvelle ENA, par le Conseil d'État, pour apporter en 2021-2022 une série de cours autour de ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes les corps ont bien ressenti le besoin qu'il y avait. Donc il y a un besoin où la santé publique était au cœur de ça, mais pas que, vis-à-vis de la culturation de nos élites, de les remettre, parce que ce sont des gens intelligents, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, de les remettre sur un minimum, entre guillemets, de formation. Donc sur ces 3 points de formation, qui ne sont pas des points à réponse immédiate, mais qui sont des points de fond, moi je pense qu'on peut faire quelque chose. Luc Ducanet, vous voyez, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, et on le savait, mais et difficile, mais fondamental, mais il faut le prendre d'entrée de jeu tout de suite, le point de la formation. Les autres points. Alors, deuxième recommandation, c'est accélérer la création des communautés professionnelles territoriales de santé. Je tiens à rappeler que la prévention est une mission socle. Il y a, pour ce qu'on appelle les CPTS, s'il n'y a pas de prévention, il n'y aura pas de financement. Il y a 3 missions socles: diminuer le nombre de patients sans médecin traitant, prendre en charge le soin non programmé et avoir des actions de prévention. Et dans ces CPTS, il y a bien sûr les professionnels de santé libéraux, mais il y a le secteur social, médico-social, les établissements sanitaires, et il y a aussi dans ma CPTS, il y a un collège d'usagers. Alors, c'est pas toujours simple sur nos territoires ruraux. Les usagers, c'est quoi? C'est ceux qui organisent la manifestation parce qu'on va fermer le service de chirurgie ou la maternité alors qu'on n'a plus de pédiatre ou d'anesthésiste, ou alors c'est ceux qui travaillent sur d'autres programmes. C'est bon. Donc CPTS, aujourd'hui, CPTS a été créé par Marisol Tourelle, ça a été amélioré par Agnès Buzyn. Tout à fait. C'est dans Ma Santé 2022. On a l'impression que ça marche. Si, c'est en train de monter, mais la crise sanitaire sur ces nouvelles organisations ne nous a pas aidés. Mais en tout cas, très clairement, c'est quoi? C'est la prise en charge de la population d'un territoire. Donc on est typiquement dans de la santé publique. Troisième recommandation, c'est mettre en place des consultations de prévention. Alors par le médecin traitant, mais je compte et d'autres professionnels de santé à certains âges de la vie. Quand je vois au travers de ce que j'ai entendu la semaine dernière, des consultations
préconceptionnel qui peut être fait, bien sûr, le médecin traitant, le gynécologue, mais aussi la sage-femme. On sait l'impact de l'alimentation des produits qu'on entre, je veux dire, au cours d'une grossesse et l'impact après ça sur l'enfant. Pourquoi ça se fait pas, ça? Alors, on a Thomas Fatoum qui va venir tout à l'heure à 14h. Dans la convention entre les professionnels de santé, pourquoi il n'y a pas une consultation de prévention? Il y en a eu une déjà, il y en a quelques-unes, mais c'est pas appliqué. Elles sont, alors, on a une nomenclature qui est très compliquée. Et puis, très clairement, on doit donner une dynamique. Je crois que ça a été dit au niveau de la prévention. On est que dans le soin parce qu'on répond à plein d'autres enjeux. Au-delà de nos problèmes de démographie, moi aujourd'hui, la problématique sur mon territoire, c'est tous les patients âgés, polypathologiques, comment on permet le maintien à domicile, on travaille ensemble, on se coordonne, éviter la perte d'autonomie et qu'on ne peut pas forcément tout faire et que globalement, on est sur une convention, pour ce qui est des médecins, mais je crois que c'est valable pour les autres professionnels de santé, qui est orientée vers le soin. Vers le soin, il n'y a pas de consultation. Ça, on a compris ça. Mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas des consultations de prévention rémunérées? Il y en a une avant la première contraception. Mais je vous dis, c'est pas utilisé. Mais qui est peu ou pas utilisé, très clairement. Et puis, on a aussi, très clairement, des problèmes de démographie. Parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Oui. Bon. Alors, troisième chose, c'est que, bien entendu, les usagers qui doivent être un acteur à part entière, non seulement dans la conception, dans la mise en œuvre, c'est la quatrième. Oui. Je l'ai dit, dans notre CPTS, eh bien, il y aura un collège usager. Cinquième chose, je crois qu'on le voit, on dit pourquoi il n'y a rien. Moi, je crois qu'il faut qu'on parte vers une loi de programmation de la santé publique sur 6 années, parce qu'aujourd'hui, c'est des dépenses, c'est un budget qui ne va pas générer des économies dans les années à venir. Or, aujourd'hui, on voit très bien que quand on a un budget, quand on a des dépenses, en face, je veux dire, qu'est-ce que ça va générer? Aujourd'hui, on fait bien une loi de programmation militaire pour 5 ans, pour 6 ans. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une loi de programmation pour la santé publique? Et voilà, et alors on se fixe des objectifs, une loi de programmation pluriannuelle, et puis, parce que moi, ce que je crains énormément, on va vers une campagne pour les élections présidentielles. On va avoir des législatives. Parlez bien dans le micro, je sais pas. On va avoir des élections législatives sur nos territoires. Mais de quoi va-t-on parler? De la santé, mais en termes de soins, on ne va parler que de l'accès aux soins. On ne va pas parler de la prévention. C'est un problème aussi. Oui, je n'ai pas dit que ce n'était pas un problème, mais bon, d'un autre côté, on a dit aussi que si on ne s'occupait pas de la prévention, on allait avoir de plus en plus de soins à faire. Non, mais c'est aussi les sujets. Qu'est-ce qui fait qu'on va consacrer de l'argent? Et nous, on le voit bien dans le cadre d'une négociation conventionnelle, globalement. Et puis, dernier point, c'est, je l'ai dit, c'est la problématique sur nos territoires. Je pense souvent au département quand je parle de territoire. C'est qui coordonne. Alors on voit, il va être mis en place à partir de l'an prochain des dispositifs d'appui à la coordination, ce qu'on appelle des DAC, qui vont réunir tous les acteurs sur le territoire qui se coordonnent, mais là aussi qui se coordonnent pour les parcours de soins. Eh bien qu'on se coordonne pour les parcours de santé. C'est-à-dire que dans les missions de ces DAC, il y a aussi la prévention et globalement, on se fixe les mêmes objectifs et on agit ensemble. Il y en a un que je n'ai pas mis, que je regrette de ne pas avoir mis, c'est la recherche en soins primaires. Aujourd'hui, la recherche, elle est hospitalière. Très clairement, aujourd'hui, on a dans nos outils, nous, on est 19 généralistes sur tout le territoire, on utilise le même logiciel métier, il est plein de données de santé. Je veux dire, on n'en tire rien, c'est-à-dire c'est structurer les données et ça nous permettrait pour avoir des actions de prévention. Il y a 2 milliards sur le numérique dans le Ségur de la santé, donc on imagine ça va. Mais quand dans la négociation conventionnelle, et Dominique Pont, qui sera là cet après-midi, le sait bien, on a voulu valoriser ce qu'on appelle structurer les données de santé. Bien ce que je veux dire, il n'y a rien, c'est pas valorisé, c'est long. Pour mes patients polypathologiques, faire tout rentrer en données structurées qui fait que quand ce patient arrive à l'hôpital, ces données structurées, ses antécédents et tout, remplissent directement le logiciel métier. Ça sera pour les années à venir. Là, on a loupé le coche. Bon, voilà, mais c'est... Donc, voilà, mais 7 points, j'ai rajouté la recherche en soins primaires qui me paraît un élément important. D'accord, merci. Donc, il nous reste 5 minutes. Donc, alors là le truc qui va faire que vraiment la santé publique va progresser en France, la prévention aussi, qui est un peu le bras armé de la santé publique. Franck Chauvin, vous finirez. Alors, Aude. Simplement. Allez-y, mais prenez votre micro, prenez votre micro, ça sera mieux. Une réaction, parce que là encore, on médicalise, et je rejoins Jean-François Delfraissy, on apporte une réponse médicale. Le système de soins contribue pour 20% de la santé d'une population. L'essentiel de la santé d'une population se passe ailleurs. Donc ça se passe dans des politiques qui n'ont rien à voir avec les politiques du soin.
Et donc, il ne faut pas penser que des cultures de prévention vont résoudre le problème. Ce n'est pas ça, notre enjeu de santé publique, ce n'est pas du tout celui-là. Je rappelle que moins d'un Français sur deux arrive en bonne santé à 65 ans. 77% des Suédois arrivent en bonne santé à 65 ans. Voilà, vous avez un objectif qu'on pourrait se fixer tous dans notre système en disant notre objectif, c'est de regagner, par exemple, 10%, ce qui ne serait pas un exploit par rapport à un certain nombre Espérance de vie en bonne santé, hein, c'est ça? Oui, l'espérance arriver en bonne santé à 65 ans, c'est pas un exploit. Il y a moins d'un Français sur deux qui y arrive. Et au Danemark, ils y arrivent, enfin dans les pays nordiques, c'est absolument incroyable, parce qu'ils font 2 fois mieux que nous. Suède, 77%. Bien évidemment, tout l'équilibre du système est modifié quand vous avez ces chiffres-là. En France, 30%, vous dites, et Suède, 77%. Oui, France, on est à 47% et Suède, 77%. Ça dépend si on est chez les hommes, les femmes. Ouais, mais c'est en moyenne. C'est pour donner un ordre. Et il ne faut pas penser que c'est l'activité des médecins qui va modifier ça. Comme le disait Jean-François tout à l'heure. Donc vous êtes favorable parce qu'il y a des facultés, enfin que la santé publique sorte des facultés de médecine. C'est une évidence. Bon. Je ne partage en revanche pas tout à fait son analyse sur les hauts fonctionnaires, où je pense qu'eux, ils ont une culture, en tous les cas, de l'État et de la décision publique, qui m'a impressionné vraiment pendant cette crise. J'ai été extrêmement impressionné par ça. En revanche, chez certains de mes collègues, j'ai trouvé qu'on manquait cruellement de culture de santé publique. Alors là, oui. Bon, ça, c'est votre boulot. Hein. Ouais. Alors, un mot, il reste 1 minute. Aude? Écoutez, moi, je pense, enfoncer le clou sur ce que j'ai pu dire depuis tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment essentiel de favoriser une approche participative de la santé publique qui va impliquer au maximum les citoyens. Réaliser systématiquement une étude terrain détaillée avant le lancement d'une campagne ou la mise en place d'un dispositif. Lors du déploiement, recueillir en continu les retours des usagers afin d'ajuster en fonction. Et enfin, être réceptif aux propositions des citoyens, quel que soit leur profil et quelle que soit la portée des organisations auxquelles ils appartiennent. D'accord. Luc Duquesnel, un mot. Alors, un mot, hein, vraiment. Non, mais juste un mot. Si le sentiment que j'ai donné, c'était de médicaliser tout, là, je me suis fait très mal comprendre. Tant médicaliser en termes de médecins qu'à un autre niveau. Moi, très clairement, c'est tous les acteurs d'un territoire. Et je l'ai dit, et c'est aussi bien. Et je trouve que ce qu'on vit dans la crise sanitaire actuelle, allez dans les centres de vaccination. Vous allez voir, les citoyens sont là, tous les acteurs, les élus sont là, globalement, et on est pour résoudre un problème de santé publique et de prévention. Et je veux dire, ça fonctionne très bien, et c'est pas médicalisé. Et très clairement, moi je vois l'échelon de mon territoire, mais attendez, les infirmières, on leur a confié bien plus de missions que les médecins leur confient des missions. Et demain, moi, tous mes patients atteints de pathologies chroniques stabilisées, je peux vous dire que c'est l'infirmière de pratique avancée qui va les prendre en charge. Ça va plus être moi. D'accord. Jean-François Delfrécy. Non, juste micro. Pardon. Sur les hauts fonctionnaires, pour répondre à Franck, non, bien sûr, il y a une réponse dans l'immense majorité des cas superbe. Ce que je veux indiquer, c'est qu'il y a une culturation scientifique de la formation de nos élites qui demande qu'on peut optimiser, me semble-t-il. Et mon deuxième mot, c'est, je partage ce qui a été dit tout à l'heure aussi, tout ceci doit se construire sur les valeurs. Et c'est à partir des valeurs, d'un certain nombre de points que nous avons en commun, et sur lesquels, bien sûr, il y a une série d'enjeux éthiques qui sont au rendez-vous, mais de vision un peu à la française, qu'on pourra, je dirais, harmoniser et construire quelque chose dans la durée. Merci, oui, un mot. Alors, vous êtes l'homme, là. Moi, je prépare ma phrase depuis je ne sais pas combien de temps. Et votre rapport, il sort quand ? Il va sortir fin novembre, mais il y aura des éléments qui sortiront. Bon, alors, votre mot. Mon mot, c'est qu'on a un enjeu capital, c'est d'arrêter de considérer que la santé d'une population, c'est une dépense. Arrêter de considérer que la santé d'une population, c'est une charge, mais considérer que c'est un capital. C'est même le plus précieux capital qu'ait une population. Et donc, un capital, on investit pour l'entretenir. Voilà, bravo. Merci madame, merci messieurs. On va passer à la table ronde suivante. On va vous libérer. Merci beaucoup.